Dans le livre que j'ai eu la chance et le privilège de lire, tu prends beaucoup la perspective des enfants. Et ça, pour moi, ça a été une révélation. Et je te le dis d'entrée de jeu, il y a une phrase qui m'a profondément choquée. Mais choquée dans le bon sens. OK, je sais pas, j'ai eu peur. Alors, qui m'a profondément choquée, mais choquée comme administrateur public, Ouais. c'est quand tu nous dis, on n'hésite jamais à rénover une SAC, une société des alcools, mais on hésite à rénover nos écoles. Ah, ça, c'est la phrase de la préface de Jean-René Dufort. Ben oui. Ça m'a profondément choquée. Ce qui est très vrai, en fait. Bien, effectivement, quand c'est le temps de faire de l'argent, de la mise en marché, on n'hésite pas, on met de l'argent. Mais pour nos tout-petits, il n'y en a pas. Alors, quand tu regardes ça aujourd'hui, quand tu regardes cette belle école, elle est magnifique, c'est une architecture extraordinaire. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec une école comme l'école Hochelaga? On est dans le parc Hochelaga. Il y a un projet de centre communautaire ici à construire. Il y a une piscine, bibliothèque. C'est un ensemble parfait pour une école parce qu'effectivement, puis il y a un chapitre complet dans le livre là-dessus sur le lien entre l'école et la communauté. Malheureusement, dans bien des cas, on regarde surtout en banlieue. À Montréal, on a la chance d'avoir des quartiers assez denses, mais on regarde un peu partout au Québec, les écoles souvent sont complètement déconnectées de la communauté. Il y a des endroits où les parents ne peuvent même plus mettre le pied dans l'école parce qu'on leur dit, pour des raisons de sécurité ou autre, donc attendez votre enfant à la limite du terrain. Donc, c'est normal que certains se sentent moins, que le sentiment d'appartenance avec l'école soit plus là, des fois, au niveau de la communauté. Puis après ça, on dit aux gens, bien, impliquez-vous, on a besoin de bénévoles, mais tu n'as jamais le droit de... C'est un lieu qui est austère, un lieu que tu regardes de loin, à moins d'avoir des enfants, puis tu peux s'y rentrer au spectacle de fin d'année. Donc, il faut reconnecter absolument les écoles à leur quartier, à leur communauté. Mais surtout qu'ici, bien, les enfants peuvent venir à pied. Ça, c'est une autre réalité québécoise, malheureusement, qu'on vit. Je veux dire, il n'y a presque plus d'enfants qui marchent pour aller à l'école. On est rendu en autobus tout le temps. On vit des problèmes de santé publique, d'obésité et tout ça. Donc, ce genre d'école-là, c'est génial parce que là, en plus, on a le parc juste à côté. La piscine peut devenir un complément à l'école pour les cours d'éducation physique, pour l'après aussi, parce que les enfants restent beaucoup plus à l'école qu'à une certaine époque. Puis, tu sais, au bout, il y a la bibliothèque, puis c'est une bibliothèque pour les jeunes du primaire en plus. Alors, tu sais, on est dans un complexe pour lequel il faut vraiment avoir une idée, dans le fond, une approche holistique là, qui va nous permettre de faire en sorte que, comme réflexion de quartier, la reconstruction, je ne sais pas qu'est-ce que va être la décision, démolition, reconstruction, rénovation de l'école Hochelaga, mais ça ne peut pas se faire indépendamment de ce projet de centre communautaire, puis de ce parc magnifique qui est là et qui doit faire partie d'un lieu commun. Et ça, moi, je regarde des modèles que tu donnes un peu partout ailleurs, malheureusement, ailleurs dans d'autres pays, où on a réussi à faire en sorte que l'école, elle est dans la communauté. Bien, exactement. Et là, on parle d'un centre communautaire à construire. Pourquoi est-ce que l'école et le centre communautaire ne partagent pas les ressources, que ce soit financières, humaines et autres? Donc, on se fait un 2 en 1, finalement, dans le même bâtiment. Et les locaux. Et les locaux. Et ça a l'air d'être impossible. Là. Ça, un appartient à la ville, l'autre appartient à la commission scolaire. On pense trop en silo. On pense beaucoup en silo au Québec. Les gens ne se parlent pas. Il y a un exemple dans le livre qui moi, m'a complètement consterné. Luc Ferrandez, maire du plateau Mont-Royal, qui avait voulu construire une bibliothèque dans son secteur en disant on va la construire dans la cour d'une école, il y a de l'espace. Et donc, l'école qui elle, avait même plus de bibliothèque parce que on l'a utilisée comme classe à cause on connaît la réalité, manque de locaux, surpeuplement des écoles. Et là, on lui dit on va te fournir ça. Les nouvelles bibliothèques aujourd'hui ont tous des Fab Labs, donc les laboratoires de création numérique qui auraient pu servir aux jeunes avec des imprimantes 3D et tout ça. Et finalement, cette idée-là, en plus, il offrait de payer à 100 l'infrastructure. Et finalement, ça n'a pas pu se faire à cause d'une règle ministérielle qui dit bien, le terrain, on ne peut pas le vendre. Il faut le vendre à la valeur du marché, comme si on allait construire des condos dessus. Donc, la commission scolaire ne pouvait pas lui donner le terrain, même si on lui offrait une infrastructure en art, infrastructure culturelle. Donc, ça n'a aucun bon sens qu'on en soit encore là aujourd'hui. Donc, on a besoin vraiment d'une nouvelle réflexion sur nos infrastructures scolaires, mais nos infrastructures aussi municipales, parce que tant la bibliothèque, la piscine, le centre communautaire, tu sais, moi, je regarde, on a un gymnase. Pourquoi je viendrais construire un deuxième gymnase ici au lieu de peut-être agrandir celui-là pour en faire un gymnase double, puis que le soir, on puisse l'utiliser pour les activités communautaires? Pour maximiser les infrastructures. Puis on est à une époque où on gratte les fonds de tiroir, autant à un niveau municipal ou provincial. On manque d'argent, donc il faut maximiser les ressources pour que ça soit utilisé 7 jours sur 7,
24 heures sur 24. Au niveau de l'école, là, il y a une réflexion qui se fait avec le Lab École, avec Pierre Thibault, Ricardo et Pierre Lavoie. Je ne sais pas d'ailleurs, vous, ce que vous en pensez un peu de cette initiative-là, qui a été quand même critiquée au départ, entre autres par les syndicats en éducation qui se sentaient un peu moins concernés par l'initiative, inclus, qui finalement a du son. Là, en réalité, là, il y a quand même beaucoup de consultations. Mais vous en pensez quoi du Lab École, qui est une initiative donc attachée beaucoup aux libéraux? Ben, moi, au-delà de la partisanerie politique, je t'avouerais que moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Moi, et on l'a fait avec l'école Barry, on a réussi à faire une école moderne, une école nouvelle. On a réussi à un peu changer les paramètres de l'architecture en tant que telle pour donner quelque chose de différent. Moi, si on est là pour faire les meilleurs projets pour les enfants, point. Mais est-ce que vous avez espoir qu'un jour, tu sais, souvent on se réfère, puis j'ai essayé de le faire le moins possible dans le livre. Je suis allé voir des écoles partout au Québec pour voir ce qui se fait de bien ici. Oui, tout à fait. Et après ça, j'ai regardé quelques éléments à l'extérieur pour nous inspirer. Mais pensez-vous que souvent on réfère aux écoles scandinaves en disant, regardez là-bas. Est-ce qu'il y a espoir qu'au Québec, à moyen terme, disons peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, qu'on devienne une référence en matière d'éducation? Bien, écoute, je regarde le modèle de Saguenay avec le magasin général. Je parle de ça depuis une semaine à tout le monde. Là, moi, ça m'a complètement fait triper. Alors, nous, on a la cuisine collective qui n'est pas très loin, qui est devant l'école Barry. Et maintenant, ils ont créé un projet collectif ensemble de cuisine collective. Pour les jeunes, ils vont apprendre à cuisiner de l'autre côté. Il y a là cette mise en commun qui est nécessaire. Et je pense que j'appellerais ça le renouvellement de nos écoles et surtout de nos approches communautaires à l'école, bien, doit faire partie de ça. Le groupe de Pierre Thibault et Ricardo et Pierre Lavoie, bien, s'ils peuvent nous amener à une réflexion qui va faire qu'on va être dans une meilleure mise en commun communautaire, bien, moi, je suis là-dedans. Moi, je souhaite, par contre, qu'on implique le communautaire là-dedans. Moi, je suis dans un quartier, vois-tu, où il y a 200 organismes communautaires. Ici, on ne fait rien sans le communautaire. Alors, si on veut faire une réflexion école, moi, je veux la faire avec mes groupes communautaires ici, qui vont venir partager à l'intérieur. Mais il faut leur faire de la place à l'intérieur de l'école. Je regarde la nouvelle école Barry. J'ai le groupe Je passe partout, qui intervient tous les jours pour faire l'aide aux devoirs. Ils n'ont pas de locaux. Mais donc, il faut qu'il y ait finalement une vision et une intention gouvernementale de dire on va aller plus large que simplement la classe avec le gymnase, on va inclure la communauté dans l'école, puis on va briser les silos. Donc, on a l'impression des fois, quand on voit qu'une école comme ça est vide, qui est un actif immobilier qui attend là, comme ça et qui malheureusement devra peut-être être détruit parce qu'on l'a mal entretenu à travers les années, est-ce que l'éducation, peu importe la formation politique qui est au pouvoir, on a l'impression que ça, malgré le fait qu'on le disait, oui, l'éducation c'est important, puis c'était toujours dans les plateformes électorales, on ne peut pas dire que ça a été le cas sur toute la ligne. Là. Bien, en tout cas, ça a été une priorité sur toute la ligne. Bien, tu sais, moi, je fais toujours l'exemple du pont, le viaduc de la Concorde. C'est lorsqu'il a tombé qu'on s'est aperçu que finalement, on avait besoin de réparer tous nos viaducs pour en détruire une partie. Quand l'école Barry a connu cette saga, là, on s'est mis à inspecter les écoles. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y en a pour 3,3 milliards de nécessité de rénover nos écoles, de reconstruire, etc. Donc, on a un chantier. Bien, quand tu as un chantier comme ça, c'est le temps. C'est le temps de repenser à ce que devrait être le modèle d'école, mais une école ouverte, une école inclusive, mais une école aussi où on repense les modèles. Tu sais, ton livre m'a permis de voir plein d'exemples partout. Tu sais, je regardais ces escaliers monumentaux qu'on a dans toutes nos écoles, mais qui là sont utilisés pour en faire des mini-auditoriums ou en tout cas des escaliers gradins qui permettent de faire plein de projets de diffusion dans l'école. Alors ça, c'est autre chose. On est dans un nouveau modèle d'école. Alors, est-ce qu'on peut se donner ces espaces-là au lieu d'être toujours effectivement dans la petite case où on calcule au pied carré? Oui, parce qu'on doit protéger l'argent public, puis ça, c'est une nécessité. Mais est-ce qu'on peut être créatif? Parce que la question, c'est pas de faire une architecture exceptionnelle pour faire plaisir aux architectes, c'est de dire comment est-ce qu'on peut repenser les paradigmes de l'architecture scolaire, des lieux d'apprentissage pour qu'ils soient maximisés, pour qu'ils soient plus flexibles. On a des professeurs, des fois, j'ai fait moi-même des ateliers, des sondages, des ateliers avec des enfants créatifs sur leur école de rêve, mais je demandais aux professeurs aussi quelle serait votre école de rêve parce que je voulais vraiment une opinion terrain. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on a des classes trop petites, les pupitres pèsent 3 tonnes, on ne peut pas les déplacer, ça prend un mobilier plus flexible sur roulettes pour qu'on puisse finalement, le ministère nous dit, personnalisez votre enseignement, faites des sous-groupes, adaptez-vous aux enfants, mais on ne peut pas le faire dans le format actuel. Exact. Et moi, Barry, c'est un exemple effectivement d'une école qui est jolie, qui est beaucoup plus lumineuse et tout ça, mais le premier réflexe qu'on a eu à la commission scolaire, ça a été de recommander 30 pupitres en rangée, comme on le faisait en 1940. Exact. Donc le modèle
pédagogique n'a pas tant évolué de ce qu'on faisait dans le siècle dernier. Bien, je ne sais pas si c'est le modèle pédagogique ou ce sont les limites dans lesquelles on impose les budgets de reconstruction, rénovation, etc. Moi, je pense qu'il y a ce bout-là qu'il faut revoir. Moi, je pense que les enseignants ont une créativité extraordinaire, ils se renouvellent. Mais est-ce qu'on leur donne les moyens, est-ce qu'on leur donne le lieu physique pour renouveler justement leur enseignement? Ça, j'en doute en tant que tel. Est-ce que les enseignants devraient être payés plus cher? C'est un débat de société qu'on a depuis quelques années. Moi, je pense que les conditions de travail des enseignants doivent être revues. On a un problème au niveau tant de leur reconnaissance, de leur permanence. Ça prend beaucoup trop de temps avant d'avoir une permanence. Ça, il faut définitivement revoir ça. Et il faut revoir aussi ce qu'on appelle la composition de la classe. Le nombre d'enfants en difficulté dans une classe doit faire en sorte que ça devrait donner de la ressource. Attendre un diagnostic pour avoir de la ressource dans la classe, ça, c'est inadmissible.